Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. Le 15 octobre 1945 s'ouvre à Manchester, en Angleterre, le 5e congrès panafricain. À l'ordre du jour de cette rencontre panafricaine, la décolonisation du continent africain. Webb Dubois proclame alors « Nous sommes résolus à être libres, peuple colonisé et assujetti au monde unifié ». Coordonné par Padmore, ce congrès de 1945 doit également, selon certains historiens, beaucoup à Thomas Griffith, un militant originaire de la colonie britannique de Guyana. En juin et août 1945, des réunions entre les différentes associations établissent le programme du congrès. Pour revenir sur ce congrès panafricain historique, avec moi, Mzhour Al-Hiani, Samuel Akizimana et Abdallah Issouf. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je pense que ce congrès était un tournant décisif dans l'histoire de la colonisation Mzhoura. Oui, c'était ce congrès panafricain qui s'est tenu du 15 au 21 octobre 1945. Ça a marqué l'histoire et c'était un marquant tournant décisif de l'histoire de lutte pour l'indépendance des colonies africaines et aussi caraïbiennes. Donc il a réuni 200 délégués qui représentent des organisations africaines et caraïbiennes ainsi que des observateurs venus de l'Asie aussi. Et c'est un congrès qui a adopté des résolutions couvrant le large éventail des régions, y compris l'Afrique, l'Haïti, les Caraïbes, etc., la Namibie, etc. Donc, et les principales revendications de ce congrès, c'est pour ça qu'il est très important, c'est l'application des principes de la Charte atlantique qui était signée par Roosevelt et Churchill en 1941. Donc c'est un congrès que, enfin je dirais pas qu'il est méconnu comme... Là, on aborde la question de la décolonisation Oui. au sens propre du terme, je pense. Oui, justement, moi je dirais que Issouf, oui, c'est un congrès plus qu'important même pour l'histoire de l'Afrique, parce que c'est un congrès qui a été pendant lequel il y avait eu les rassemblements de tous les leaders africains, donc comme ce que Mzhour vient de dire, il y avait eu plus de 200 leaders africains qui ont assisté à ce congrès. Et c'est un congrès qui a été préparé d'avance, parce qu'avant même le congrès, il y avait eu le lancement des fonds pour la bonne réussite de ce congrès par les Africains. Donc, il y avait eu la participation de beaucoup de leaders du panafricanisme, notamment il y a la première épouse de Marquis Garvey qui a assisté, Oui. donc elle a organisé le congrès avec Webb Dubois. Il y avait eu la participation de Padmore aussi qui a joué un rôle très important pour la réussite de ce congrès. Il y avait eu Nkrumah aussi. Donc pendant ce congrès, Jomo Kenyatta, Jomo Kenyatta. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, donc et de nombreux leaders africains. Nous avons, c'est-à-dire, on assiste là à l'émergence d'une nouvelle génération qui a une nouvelle vision concernant la décolonisation. Une nouvelle vision concernant non seulement la décolonisation, mais pour, je dirais, tracer l'avenir de l'Afrique, parce que plusieurs thèmes ont été abordés pendant ce congrès. Il y avait eu plusieurs déclarations. Plusieurs résolutions. Oui, résolutions effectivement, aussi. moi j'aimerais rebondir sur ce que oui. tu es en train de dire, parce que c'est très important, parce que j'ai lu quelque part dans un livre où il parlait en disant il faut regarder le contexte, même c'est la contradiction de ce qui s'est passé, parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, à la fin octobre, oui, où les Occidentaux étaient en train de prôner la liberté, la démocratie, alors qu'ils étaient en train Le monde libre, on parlait du monde libre. libre. Oui.
Alors qu'ils étaient en train de coloniser certains pays d'Afrique, ce qui montrait qu'il y avait une contradiction avec ce que déjà les Occidentaux étaient en train de faire à l'époque, le monde libre, alors que les autres sont assujettis. Donc c'était pas cohérent. Et maintenant, c'est là où ça revient encore plus important, comme tu étais en train de le dire, où l'émergence maintenant de ces leaders avec une vision qui était claire et nette. En finir avec bien déterminé, bien défini. Parce que les organisations, il y avait plusieurs organisations noires, notamment les PAF, qui est Pan-African Federation, LCP, League of Color People, et bien d'autres organisations se sont mobilisées pour rédiger des institutions, des manifestes à la conférence. Parce que le congrès, il est bien important de savoir qu'il s'est tenu avant la conférence de Francisco, qui va rassembler toutes les nations du monde entier pour l'établissement de l'ONU après la chute des SDN. Et la naissance de l'ONU. De l'ONU, oui. Des Nations Unies. Donc toutes ces fédérations se sont mobilisées pour dénoncer tous ces systèmes de colonisation, mais aussi faire des déclarations pour tracer l'avenir de l'Afrique, pour réclamer la liberté d'expression, pour réclamer l'égalité, la justice. C'est des principes qui incluent la liberté d'expression, la religion et aussi l'indépendance économique et politique des pays. Donc c'est pour ça en fait que on met beaucoup la lumière sur ce congrès, beaucoup plus. C'est un congrès qui était plus puissant que les congrès précédents. Et puis il n'y avait pas de divergence, c'est un congrès rassembleur, effectivement. Qui a été sanctionné par des résolutions concernant l'ensemble des colonies africaines et antillaises, et sur également l'Éthiopie, le Libéria, Haïti, l'Afrique du Sud, le Sud-Ouest africain, l'actuelle Namibie. Donc rien n'a été laissé au hasard. Toutes les colonies africaines ont été évoquées avec des résolutions qui se résument notamment à l'octroi de droits politiques et l'abolition des lois foncières injustes et préjudiciables aux Africains. Exactement, en fait. Voilà qui résume un petit peu l'esprit de ce congrès. Moi, je vais rebondir en utilisant un des mots de Kwame Nkrumah, de ces citations. On voit déjà l'importance en disant qu'ils étaient dans un même esprit. Par exemple, quand Kwame Nkrumah disait, en disant que l'indépendance totale de l'Afrique ne sera obtenue que lorsque il a bien précisé, chaque parcelle de notre continent sera libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté, parce que si on parle par exemple de l'Éthiopie, à l'époque on peut dire que l'Éthiopie n'était pas encore colonisée, etc., malgré l'agression, mais l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et quand on parle du Libéria, on peut dire la terre d'accueil de tous les déportés, etc. Mais malgré tout ça, ils étaient tous avec le seul vision et seul objectif. C'est-à-dire qu'ils avaient cet objectif en disant nous voulons la décolonisation. C'est-à-dire on veut la décolonisation totale de toute l'Afrique. Immédiate. C'est-à-dire qu'ils avaient même cette exigence. Et c'est ce qui est important aussi. Regardons les gens qui ont participé à travers. Quand on parle des pas de mort, quand on parle de. Parce que même dans l'émission précédente, on a parlé de ce personnage qui a joué un rôle très important. Un rôle très très important. C'est-à-dire que si on regarde ces leaders de cette époque avec cet objectif et ces initiatives qui étaient là, c'était incroyable, et ils avaient cet objectif et ils y sont parvenus. Parce que si on regarde très bien, après, c'est à partir de 1945 qu'on va commencer à voir des œuvres exactes à partir de cet congrès-là. Parce qu'on va voir que certains pays vont commencer par avoir des indépendances, en commençant par le Ghana, qui en découle aussi de ces efforts qui ont été fournis. Moi, je vais revenir sur ce qui est avec la collaboration de Padmore et Nkrumah, qui avait adressé à l'ONU des institutions très claires pour plaider l'abolition du système colonial. Donc, je vais les citer un à un. Oui. Donc, il disait que, que l'Afrique se gouvernait elle-même avant l'intrusion européenne. 2, que le gouvernement autonome n'a pas besoin d'un modèle britannique. 3, que la démocratie n'est pas une intention britannique. 4, que les formes de la démocratie en Gold Coast proviennent des modèles étrangers imaginés par les fonctionnaires du Nigeria pour faciliter l'ascendant des officiers blancs et des assistants noirs et pour humilier les contrats cassés des indigènes
progressistes, patriotes. Donc, ce qui prouve que c'est un congrès où les leaders se sont rassemblés pour tracer, je dirais, l'avenir même de l'Afrique. Exactement. Et puis, on doit le souligner, donc, les principes qui ont été adoptés, les principes que ces leaders panafricains ont adressés à l'ONU ne viennent pas, ne sont pas tombés du ciel comme ça, mais les historiens considèrent que toutes ces résolutions ont été inspirées des idées de Georges Padmore, vous l'avez dit, de Nkrumah, ainsi que des idées de Harold Moody. Moody, faut-il le souligner, qui n'était pas présent. Il n'était pas présent, mais il y avait... C'était le fondateur de la Ligue des peuples de couleur. De couleur, et l'auteur de la fameuse charte des peuples, charte des peuples de couleur rendue publique déjà en 1944, charte dans laquelle est soutenue l'idée de l'éducation politique, le développement économique et social, ainsi que l'indépendance pour les peuples colonisés. Oui, effectivement. Voilà, qui est clair maintenant. Donc, oui, et je voudrais ajouter aussi quelque chose à cela, c'est qu'il y avait quelque chose de très important qui s'est passé pendant ce congrès. C'était la déclaration aux puissances coloniales dans laquelle les délégués, ils ont signé en fait qu'ils vont recourir à la puissance, à la violence si nécessaire. Oui. C'est pour la première fois, ils disaient qu'on est bien pacifique et on privilégie le pacifisme, mais on se réserve le droit de recourir à la force pour se libérer du colonialisme si nécessaire. Et c'est à partir de là, c'était un changement qui annonce ce futur lutte armée dans plusieurs pays comme le Kenya, l'Algérie et l'Indochine aussi. Oui. Et c'était en même temps la déclaration au peuple colonisé a été faite. Il faisait l'appel à se libérer aussi de toute domination impérialiste. D'ailleurs, le ton employé dans cette déclaration dénote d'un changement radical de stratégie. Pour la première fois, l'idée d'une résistance active est évoquée dans un congrès panafricain. C'est là où il devient intéressant le congrès, parce que quand on revient sur le congrès de 1900, de 1919, il n'y avait jamais eu cette déclaration. Donc ici, ils ont dit que leur patience et leur pacifisme n'enlèvent rien à leur détermination pour se libérer du colonialisme par tous les moyens. Donc ici, ce qui veut dire qu'ils sont déterminés à utiliser tous les moyens, même par la force, pour se libérer du colonialisme. Moi, j'aimerais revenir avec une citation de Webb Dubois qui était également présent, où il a spécifié, pour regarder la teneur de ce congrès, où il a dit le problème des hommes de couleur, c'est le problème du siècle. Aujourd'hui, nous devons déclarer que nous n'attendrons plus les mains vides que la justice soit accordée, que la justice nous soit accordée. La lutte est devant nous et nous sommes prêts à la mener. Et il continue en disant, le peuple d'Afrique et ceux de la diaspora partagent un destin commun. Nos luttes sont les mêmes, nos rêves sont les mêmes et nos ennemis sont les mêmes. Unis, nous briserons les chaînes de l'oppression. Ce qui montre à travers qu'ils étaient prêts on revient à l'unité et résistance. Donc les deux. Et surtout, maintenant, il y a cette connotation-là, nous sommes prêts à nous battre maintenant pour cette liberté. Si vous ne nous écoutez pas, nous sommes prêts à nous battre pour atteindre cette objectivité, c'est-à-dire atteindre nos rêves. C'est-à-dire que c'est là où je reviens sur ce que Youssouf était en train de dire, parce qu'on l'appelle aussi la 5e congrès en quelque sorte, parce que pour dire si on l'appelle la 5e congrès, c'est-à-dire qu'il y a d'autres congrès qui se sont passés avant. C'est-à-dire que les premiers congrès, il y avait ce côté où on revendiquait, mais on ne mettait pas en quelque sorte un coup de pression en disant si vous n'agissez pas, bien nous sommes prêts à agir. Maintenant, avec ces 5e congrès, on sentait à travers cet militantisme qu'ils sont prêts à aller. Si je pourrais ajouter quelque chose à cela aussi sur les propos de Samuel, c'est qu'il soulignait cette solidarité internationale et ça a envoyé un message de soutien aux nationalistes en Inde, Indonésie et Indochine. Et ils ont même exhorté, ils ont même exhorté les marins noirs à refuser l'importation des armes aux forces coloniales britanniques, françaises et hollandaises. Et donc, ça s'inscrit dans cette option de l'unité pour dénoncer le colonialisme une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, ils étaient très très méthodiques. Ils avaient adressé 2 messages, l'un aux colonisés et l'autre
aux colonisateurs, leur disant que nous allons recourir aux armes pour en finir avec le colonisation. Aux colonisateurs, en dépit donc de cet aspect de la nécessité d'unité, on les a exhortés également à se libérer des colonies, du contrôle impérialiste étranger, qu'il soit politique, économique, à choisir librement leur propre gouvernement, à utiliser tous les moyens nécessaires pour y parvenir à soutenir les travailleurs des colonies dans le cas du boycott et des grèves. Voilà donc, c'est un appel à la mobilisation, à la résistance et à l'émancipation du joug colonial. C'est une détermination à lutter lutter pour l'indépendance en fait, et cette fois-ci en adoptant des stratégies plus radicales. Donc c'est ce qui le différencie des autres congrès précédents. Parce que si on regarde déjà, c'est ça qui est incroyable et génial, parce que si on regarde à travers les revendications de ce congrès, en fait, ils sont même pas difficiles à comprendre, ils sont juste logiques. Quand on dit nous voulons l'indépendance totale des colonies africaines, comme on a bien su le dire, après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, ils disaient que c'est le monde libre. Oui. Donc ce n'est que logique qu'ils te disent que nous aussi, nous sommes aussi des êtres humains et nous voulons l'indépendance totale des colonies africaines. Deuxièmement, ils demandent en disant fin de la ségrégation et du racisme. Ce n'est que logique, fin de la ségrégation et du racisme. Nous sommes dans un monde libre, n'est-ce pas? Et en troisième moment, quand il était dit, nous voulons l'autodétermination des peuples colonisés. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ça? Et quand ils disent encore, nous voulons des droits politiques et économiques pour les Africains. En fait, c'était des choses logiques. C'est-à-dire qui n'allaient même pas à l'encontre de ce qu'ils... C'est pour ça qu'on a dit il y avait une contradiction entre des Occidentaux quand on disait nous voulons un monde libre, etc. Et ceux qui pratiquaient dans les pays colonisés. Et eux, ils ont juste revendiqué en disant nous demandons nos droits. Si vous ne le faites pas, nous sommes prêts à aller jusqu'au-delà de ce qu'on a fait parce que maintenant on est prêt à arracher ça. D'ailleurs, comme l'a si bien souligné Mzora tout à l'heure, ce changement de temps était annonciateur donc de toutes les guerres de libération, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie. Plusieurs régions du monde, des guerres de libération vont opposer les colonisés aux puissances coloniales dans plusieurs parties du monde, l'Indochine, la Birmanie, le Kenya, l'Algérie et le Cameroun, notamment. Donc, c'était les principales guerres de libération qui viennent juste après ce congrès de 1945. Oui, effectivement, parce que si on revient déjà sur... c'est juste la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a plusieurs annonces pour la libération, c'est-à-dire la décolonisation des pays africains. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, ils ont été stratégiques parce qu'ils ont constaté que en ce moment, l'ONU a été créée. Ils ont dit que tous les pays seront libres et tout, mais ils ont constaté que la colonisation et l'impérialisme existent encore, dominent encore. Donc c'est pourquoi ils font des déclarations, ils ont fait des déclarations pour demander la liberté d'expression, la liberté de la religion, sécurité économique, sécurité physique, le développement économique, social et autres. Donc moi je trouve que c'est tout à fait normal parce que ça ne sert à absolument rien. Si on nous dit que seulement c'est bon, tu es décolonisé, vous êtes libre et tout, alors que le système n'est pas le système, notre propre système, le système des Africains qui est là en place, mais c'est le système des pays colonisateurs. Comme Georges Pardemont le dit, il le dit souvent, il a dit, le temps est venu pour le peuple d'Afrique et des Afro-descendants de prendre leur destin en main. Nous devons mettre fin à des siècles de domination étrangère et d'exploitation. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons renverser des chaînes du colonialisme. C'est-à-dire que si on regarde à travers ça, on voit qu'il y a cette nouvelle mentalité, cet esprit qui est créé. Parce que quand on parle, c'est pas seulement l'Afrique, en réalité, il y a même un rappel, c'est-à-dire il y a une leçon d'histoire. Attention, l'Afrique a existé avant votre arrivée. Donc c'est ça le premier point qui est très très important. On a rappelé à l'autre parce que l'Afrique s'autogérait avant l'arrivée
l'arrivée des Britanniques, des Français, Ouais. etc. C'était le point important. C'est déjà un rappel. Attention, l'Afrique n'a pas existé avec la colonisation, mais elle a existé bien avant la colonisation. C'est là où Bien c'est là où moi j'aime cette phrase de Verschaff qui dit Ouais. que il faut que dans nos mentalités nous sortons ce côté-là. On pense Oui. que l'Afrique est une vierge où on peut tout écrire, alors que non. L'Afrique a une histoire. Bien sûr. C'est-à-dire c'est rappeler juste en disant il y a ça, il y a ces vérités qui sont là. Et Et leur problème aussi, c'est qu'avant, ils utilisaient plus des méthodes pacifiques. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce congrès, il s'est démarqué des autres congrès. Et même les délégués de ce congrès aussi, il y avait une phrase qui disait que nous croyons à la paix, mais si l'Occident est encore déterminé à gouverner l'humanité par la force, alors les Africains devront, en dernier recours, faire appel à la force. C'est là où on voit aussi que maintenant, il y a cette prise de conscience que si, pacifiquement, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas de réponse, on n'a pas notre liberté. Donc nous aussi, on va recourir à cette lutte armée en utilisant... Oui, Youssouf. Moi, le congrès, là où il me marque beaucoup, c'est là où il relève notre vraie identité africaine. Comme ce que Samuel vient de dire, ça me touche énormément. Donc il faut savoir que l'Afrique n'a pas commencé que pendant la colonisation. L'Afrique existait avant même la colonisation. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On avait nos traditions, on avait nos mœurs, on avait nos histoires, on avait notre façon de voir les choses. La socialisation, l'humanisme et tout. La colonisation nous a apporté absolument rien. Nous a apporté la terreur. La colonisation, comme dirait l'autre, n'est pas une civilisation. La colonisation n'est que ruine et massacre. exactement, c'est pour ça. Et pourquoi, et si tel est le cas, pourquoi pour eux ils considèrent qu'on ne peut pas prendre notre destin en main? Nous avons notre manière de gérer les choses parce que même au niveau de ces déclarations que Webb Dubois a fait, il y a certaines puissances coloniales qui ont répondu que les Africains ne sont pas prêts, n'ont pas de l'expérience pour gérer leurs affaires politiques, leurs affaires. Mais comment se fait-il? Nous gérons nos affaires politiques, nos affaires religieuses, tout ce qu'on a avant même l'arrivée de la colonisation. Je pense que c'est très important de le noter. Donc, même si on le gère de notre propre façon, on peut le faire. Les Africains peuvent prendre leur destin en main. Oui, intégrer la justement, politique et faire tout ce c'était qu'ils abordé veulent pendant de leur ce continent. congrès avec la reprise de la charte de l'Atlantique. Il y avait la liberté d'expression, la liberté de religion, la sécurité économique et sécurité physique aussi. Donc tous ces points étaient abordés. Oui. En dépit de l'émergence de cette vision nouvelle, de cet esprit anticolonialiste, il faut le souligner, il y a eu également l'émergence d'une nouvelle génération de militants qui était à la fois déterminé et pragmatique et surtout qui a voulu s'émanciper définitivement du colonialisme. À leur tête, je pense à Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta également, donc entre autres. Oui, surtout Kwame Nkrumah, parce que moi j'aime beaucoup Kwame Nkrumah parce qu'il a compris même le principe même de l'Afrique. Parce que vous l'avez dit, nous sommes sociaux, nous sommes unis. Lui, il avait compris quelque chose. Il avait compris que pour éradiquer cette domination néocolonialiste ou colonialiste, il y a une chose, nous devons être unis. C'est pour ça même à travers tous ces mots, Kwame Nkrumah mettait toujours en avant l'unité africaine. Quand il dit Africa must be united, vous savez, dans le must, c'est-à-dire qu'il oblige. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Oui, parce que c'est là où moi je veux revenir. Parce qu'après ce congrès, c'est là où on a vu des résultats en Afrique. On a vu des peuples se soulever. Vous avez parlé de la guerre en Algérie. Parce que si on regarde l'histoire même de la guerre d'Algérie, où on dit le peuple s'est libéré, où ils ont arraché. On regarde, c'est à travers cette unité. C'est-à-dire que les sacrifices des Camerounais. Les sacrifices des Camerounais. Si on regarde, ça revient sur ce côté-là. Nous sommes un seul corps. C'est-à-dire que c'est là où moi je reviens encore sur Kwame Nkrumah quand il disait il n'y aura jamais de liberté
au Ghana, parce qu'il est originaire du Ghana, tant que les autres pays seront sous domination coloniale. Parce qu'il avait compris que c'est comme si tu prenais un corps humain et que tu libérais un petit doigt et tu dis que tu es libéré. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette lutte et ces combats-là. En regardant là, c'est pour ça même les Occidentaux ont eu peur même. C'est pour ça même ils ont essayé de négocier. Oui, c'est là où ils ont... On a commencé à négocier. Ils ont commencé à négocier. C'est-à-dire à limiter les dégâts, ce qu'on appelle. C'était une stratégie colonialiste, néocolonialiste. Ils ont pris conscience de la détermination de tous les peuples colonisés et de leur inscription dans une perspective résolument indépendantiste. Exactement, parce que c'est là où maintenant, moi je dirais, on est arrivé à une nouvelle source que vous avez appelé néocolonialisme, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ces gens, ils se sont réveillés. Maintenant, il faut agir sur le côté psychologique, guerre psychologique, etc., pour nous diviser encore une fois. Parce qu'ils ont toujours compris en disant, lorsque les Africains sont tous unis, mais ils avancent. Tout sur leur passage passe. Oui, ce congrès de Manchester, en fait, il était très bien collaboré, très bien coordonné, pardon. Et aussi, tous les délégués de ce congrès aussi, ils ont repris tous les écrits de Webb Dubois et Marcus Garvey, malgré que son épouse était là. Il était influencé par la présence de tous ces leaders venant de l'Afrique, des Antilles, etc. Donc c'est un point tournant et ça a fait changer en fait l'avenir de l'Afrique. Ce sera le dernier mot avec Issouf Ali. Moi, je dirais que c'est un congrès qui a tracé même l'avenir de l'Afrique. C'est un congrès qui a non seulement uni tous les Africains, et c'est de la diaspora, mais aussi c'est un congrès qui a permis de stopper le colonialisme, l'injustice, l'impérialisme et toute forme de domination. Le dernier moment, l'ultime. Récemment, j'ai appris que le mot Bab signifie ouverture porte. En fait, moi, je considère ce congrès comme c'était une ouverture de porte vers les horizons. Parce qu'à travers ça, il y a eu l'ouverture de plusieurs choses à travers l'horizon de l'Afrique. 1945, justement, après les massacres du 8 mai en Algérie, il y avait un jeune poète qui va devenir donc un grand écrivain algérien, et il s'appelle Kateb Yassine. Il a dit « Ouverte la voie ». On termine avec donc ces mots de Kateb Yassine. Je tiens à remercier Mzoreh Hiani, Samuel Akizimana et Issouf Abdallah. Je remercie également nos auditeurs, les auditeurs d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.